Today. For those who weren't in the room, the language today. Je vais faire quelques petites annonces. Avant de commencer, la séance sera en anglais, donc prenez un casque si vous en avez besoin. Et puis, on annonce de la pluie aujourd'hui, donc le déjeuner ne sera plus dans le jardin, mais plutôt à l'intérieur au Mövenpick. Autre petit rappel, samedi, le Maroc va jouer contre le Portugal. Et voilà, je pense que vous avez eu un petit aperçu de ce qui pourrait arriver dans la rue. Donc, si vous partez samedi en début de soirée, faites ce qu'il faut pour arriver à l'aéroport avant la fin du match. Et enfin, je vais vous demander de lever la main et garder la main levée. Qui entre vous vient au sommet SBCC pour la première fois? Wow, super. Gardez les mains en l'air. Qui entre vous a eu un moment, ah, tiens, voilà, gardez la main en l'air. Qui a rencontré ou trouvé une solution inspirante? Voilà. Alors, nous avons tous ceux d'entre vous qui avaient les mains en l'air, on a une salle input, éclairage, où on vous demande de partager ces petits moments, ah bah tiens, ces petits moments d'inspiration. Ces salles se trouvent au café francophone au deuxième étage et à côté des salles Reda au sous-sol. Donc, passez nous voir, partagez avec nous ces moments d'inspiration, ces points frappants pour vous. Voilà pour moi et je cède la parole à notre panel. I always feel like I'm in a Matt Damon movie when that thing goes up. That wasn't the order we're supposed to sit in, but I'm just teasing. On ne devait pas s'asseoir dans cet ordre-là. Non, mais je rigole. Bon, bonjour. Je suis ravie d'être avec vous comme modérateur pour cette séance. Les lumières sont complètement aveuglantes et la dernière fois que j'étais sur scène comme ça, c'était il y a 32 ans à Doha. Voilà. Donc, ma mère m'a enseigné l'anglais, elle m'a appris à parler français, mais je voulais quand même partager quelque chose avec vous. C'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, l'IA. Je vais parler de Grammarly, qui est un produit qui fonctionne, qui utilise le IA pour aider les gens à mieux écrire. Par contre, la vidéo est très rapide et les interprètes n'ont pas le texte, donc ne sera pas interprété. Grammarly provides instant writing advice, so your messages are clear without sounding rushed. Instant corrections make your writing mistake-free, while keeping it short, sweet, and fitting in tone. Join more than 20 million people who use Grammarly's writing assistant every day. Download Grammarly today for better, smarter, faster writing at work. Excellent. So for folks who... Pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, Grammarly, je vous encourage à l'utiliser. C'est une manière de comprendre l'IA pour le renforcement, la formation et l'apprentissage. On va passer au questionnaire Slido. Il y a un QR code qui va apparaître à l'écran et il y aura deux ensembles de questions. Bon, on peut peut-être y revenir si ça n'apparaît pas sur l'écran. Il s'agit de vous demander à quel point vous connaissez l'intelligence
artificielle et comment vous ressentez l'utilisation de l'IA si vous l'utilisez pour vos campagnes SBCC. How about we come back to it? Bon, on va y revenir à la fin parce qu'apparemment, il y a un petit souci technique. Donc, je vais vous dire juste quelques mots concernant l'IA et ensuite je vais donner la parole à mes collègues. D'abord, si vous êtes passé sur Internet depuis 2 ou 3 semaines, vous avez dû entendre parler du GPT-3 chatbox et comme si vous utilisez Twitter ou d'autres outils, faites une recherche sur GPT-3, ça va vous donner une idée de l'actualité de l'IA. Et si vous êtes artiste ou vous aimez l'art, vous pouvez faire une petite recherche sur DALL-E qui peut créer de l'art pour vous. Puis si vous avez des enfants, c'est rigolo de passer 1 heure ou 2 heures avec eux, si vous voulez pas qu'ils passent 2 heures à regarder la télé. Mais en plus des avantages de l'IA, il y a aussi le cas de Cambridge Analytica que vous connaissez peut-être. C'était une histoire qui s'est passée il y a 5-6 ans. Et c'est un exemple de la polarisation de l'IA. Et ça nous rappelle qu'il faut faire attention de la manière dont on utilise l'IA. Donc, le bon, le mauvais et le lait. On va parler surtout de désinformation aujourd'hui. Donc, on a Jamie avec nous, qui est directeur de quelque chose qui s'appelle Affluence. Elle a une maîtrise en santé publique. Elle a travaillé au Kenya, elle parle beaucoup du fait d'être dans le monde et d'engager avec le monde. Ensuite, nous avons Chris Mahoney qui est fondateur de Peloria Insights. Il est avocat et économiste et il a été à une époque joueur de rugby. Et il a l'air encore très en forme. Et enfin, nous avons le docteur Mehdi Snane. Mehdi Snane a passé quelques jours depuis qu'il est là à discuter sur la santé mentale, la santé du cerveau et il a beaucoup de choses à partager avec nous concernant l'IA dans les soins de santé. Donc, pour commencer, Jamie, on va commencer avec la première question compliquée. On s'inquiète beaucoup des données, l'utilisation des données, les législations, ce qui est bien, ce qui n'est pas moins bien, le consentement. En tant que practitionneuse, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des limitations, des difficultés et ce que l'IA peut vouloir dire pour nous? Le travail que je fais est très spécifique et chez nous, on utilise l'IA pour identifier des potentiels influenceurs. On travaille avec les gens qui ont entre 1000 et 50 000 suiveurs sur les médias sociaux. Et l'IA nous aide à trouver l'aiguille dans la botte de foin. C'est facile de se dire que telle personne a des millions de followers, telle personne est très connue, mais l'IA nous aide à trouver vraiment la bonne personne. Mais ceci dit, ces bonnes personnes ont aussi un droit à leur vie privée. Moi, par exemple, mon compte Facebook et mon compte Instagram est en mode privé, donc ma plateforme à moi ne m'identifiera jamais, par exemple. Après, on travaille, on veut toucher ceux qui sont entre 16 et 24 ans. C'est un public très important, mais
on ne cherche pas des gens de moins de 18 ans. Notre influenceurs ne sont jamais des mineurs. Après, on travaille avec des bases de données, des ensembles de données. Et quand il s'agit de gens moins de 18 ans, c'est comme une boîte noire, on n'y connaît rien. Donc, on rencontre des limites de cette éthique parce que nos financeurs nous disent on veut toucher ces personnes-là. Et moi, je leur réponds, mais je sais que ces gens sont là, mais je ne peux pas vous donner leurs données sur l'engagement. Et je veux être sûre aussi que ceux qui font des commentaires sur les posts ne se sentent pas surveillés. Donc, on essaye de cacher les noms. Donc, il y a un mélange entre le respect et l'éthique. Et la question en SBCC, c'est comment toucher les gens qu'on cherche sans dépasser les bornes. Notre entreprise a été créée en 2019 et on est donc attendu au tournant. Il faut qu'on soit respectueux, mais moderne. Et à propos de scandale, que faites-vous quand un influenceur dépasse les bornes, si ça arrive? Eh bien, on n'a pas encore vu ce cas et c'est pour plusieurs raisons, je pense. D'abord, comment empêcher les influenceurs de dépasser les bords? Eh bien, on leur paye, on leur paye parce qu'on leur demande de faire un gros travail pour créer un contexte organique. C'est bien d'avoir des reposts, mais dans ce cas-là, on n'a pas besoin de médias sociaux. Donc, on leur demande de créer leur contenu, de faire des vidéos, des photos, des textes, partager leurs opinions. Et il faut que ça soit approuvé par Affluence avant que ça soit publié. Et pour l'instant, cette validation est faite par des êtres humains, pas par l'IA, mais on utilise l'IA pour faire un premier scan. Et ensuite, une fois que les choses sont enfin, c'est l'IA qui fait la validation, mais une fois que c'est publié, on fait une vérification. Et comme tous ces influenceurs sont payés, on veut qu'ils respectent nos normes et donc on vérifie. Et s'ils ne respectent pas nos réglementations, ils perdent leur indemnité. Si quelqu'un a 3000 followers et dépasse ses bornes, ça n'a pas beaucoup d'influence. Et c'est très différent quand Kanye West, qui a des millions de followers, s'il dépasse les bornes, ça fait vraiment quelque chose d'une influence beaucoup plus importante. Et en travaillant avec des personnages connus, on peut être assez sûr qu'à un moment donné, ils vont dépasser les bornes. Donc, par nos indemnités, on garantit qu'ils respectent nos règles. Donc, 3 choses. Regardez sur Twitter le système de modération des conversations. Regardez aussi une déclaration de Facebook. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Kanye, cherchez-le aussi pour voir ce qu'il fait. Alors, Chris, vous travaillez beaucoup sur la prévention de la violence et la mésinformation. Qu'est-ce que vous gardez en tête en priorité? Eh bien, notre travail, d'un travail des Nations Unies pour la paix, et on essaye de synthétiser ce que l'on voit comme étant des moteurs de violence afin d'utiliser cela comme un outil d'apprentissage. Et dans les grandes institutions, il y a ce qu'on appelle le biais disciplinaire. Par exemple, dans une banque, il y a beaucoup d'économistes et ces gens-là ont tendance à mesurer le changement par rapport à des phénomènes réels et par rapport à des résultats.
Et quand on essaye de comprendre les moteurs derrière le comportement humain, il faut pouvoir expliquer le changement dans le monde naturel, dans le monde construit et dans le monde social. Et aussi le changement de perception de tous ces différents changements. Et donc, le côté perception était le maillon manquant parce que ces organisations multilatérales ont une réticence par rapport à l'engagement avec ces autres systèmes. Et donc, on a commencé à développer des modèles qui correspondent aux perceptions des langues en ligne pour pouvoir expliquer le changement dynamique dans ces interactions dynamiques qui sont compliquées à comprendre entre le changement de réalité et le changement de la perception de la réalité. Et ce sont ces changements qui sont les moteurs des groupes sociaux, des tendances et la tendance à devenir violent, de changer les politiques, etc. Et voilà ce que nous essayons de garder au centre de en priorité numéro 1, c'est-à-dire que le rôle des sociologues, des historiens, tous ces acteurs-là peuvent mettre en question ce qui se passe dans la réalité, et nous, ça nous permet d'optimiser les données avant même de créer des expérimentations, des essais de données. J'ai mis une question à répondre et lui, Chris est arrivé un petit peu après les autres, donc on n'a pas parlé derrière avant de monter en scène, mais il y a quelques questions dont on parle depuis des biais et des expériences vécues. Et est-ce que vous pouvez nous parler du lien entre le lien et le numérique? C'est pas juste une question de conception multidisciplinaire pour le modèle. C'est une fois qu'on a atteint le niveau de prévision des phénomènes, il y a d'autres méthodes d'économétrie qu'on applique pour comprendre les phénomènes réels qui sont associés avec une précision améliorée. Donc, on peut aller aller voir des acteurs du développement et leur dire, voilà la configuration, le pourcentage de tous ces différents phénomènes qui sont réels ou perçus et leur association avec le changement. Et voilà, pour réduire les niveaux de violence de façon durable ou arrêter l'étendue de mes informations, voilà ce qu'il faut faire, à quelle échelle, dans quels endroits et sur quel calendrier, avec qui. Et voilà le langage qu'il faut utiliser pour communiquer sur ce sujet et dans quelle plateforme. Il y a aussi une dimension d'explanation, parce qu'on a peut-être une configuration, mais après, il faut expliquer ce que cela représente. Donc, c'est une chose de dire qu'il y a un côté multidisciplinaire, mais il faut aussi avoir une expérience vécue. Quand on développe un modèle pour la RDC de l'Est et qu'on apprend que la gestion de l'eau est liée à la violence, eh bien, ce sont des scientifiques, des climatologues qui nous disent il faut surtout prendre cela en compte, en plus de prendre en compte des rendements agricoles, etc. Donc, on regarde le changement, le lien entre l'eau, le prix de l'eau, le mécontentement et puis la violence. Et par exemple, cette eau stagnante qu'on trouve dans les zones urbaines sont des zones de moustiques qui sont liées à la pauvreté. Et dans d'autres pays, on peut donner des explications pour ce genre de choses et ça peut être différent. Et il y a
ils peuvent expliquer le lien entre les gens qui travaillent dans ces quartiers et les islamistes qui arrivent dans la ville. Et même les anthropologues qui travaillent sur ces régions ne comprennent pas forcément cela. Il y a plein d'anecdotes comme ça. Et quand on n'a pas la diversité d'expériences vécues, on a tendance à louper les choses, à rater les choses. Et dans ce cas-là, on est moins précis et la capacité d'expliquer de façon crédible est réduite. Et donc, pour nous, c'est pas seulement que c'est la bonne chose à faire de gérer le biais, mais en plus de ça, il s'agit de quelque chose qui améliore la performance. Merci, Chris. Donc, Mehdi, vous avez entendu ces deux personnes un peu semi-capitalistes. Vous travaillez beaucoup, Mehdi, sur la démence, l'Alzheimer, la santé mentale. Et j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de l'IA, le changement comportemental et la santé. Eh bien, je rejoins mes collègues dans leur vision. Et ça n'a rien à voir avec le capitalisme. Dans le neurosciences, la recherche vient beaucoup du marketing. Il y a eu le neuromarketing, et puis il y a eu le neurofinancement, et puis il y a l'analyse des consommateurs d'un point de perspective neuroscientifique pour changer les comportements et stimuler la consommation. Et cela est intégré donc dans l'environnement commercial. Et une des forces de la neuroscience et ce lien avec l'IA. Mais avant d'avancer plus, avant de parler de ce lien entre l'IA, le neurosciences, le changement comportemental, la santé mentale et la santé du cerveau, il faut dire que l'IA est vraiment quelque chose qui est basé plus sur les entrées que sur les sorties. Plus on met de données dans l'entrée, plus on comprend le comportement et plus on a une solution précise, un modèle précis, et le résultat est bien correspond bien aux entrées. Donc, les informations qu'on entre dans un système fait réagir un modèle et fait un modèle d'une communauté pour créer un modèle de communauté ou d'un individu. Et dès qu'on arrive avec des données toxiques ou de moins bonne qualité, eh bien, les modèles réagissent en fonction de ces autres types de données. L'IA, c'est vraiment un phénomène continu et on peut toujours arriver avec des données toxiques ou de mauvaise qualité et cela perturbe la vie du modèle. Ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui est vivant et qui évolue en permanence. Et donc, il faut vraiment faire très, très attention quand on parle de désinformation parce qu'il ne s'agit pas seulement ça peut arriver à n'importe quel moment dans la vie d'un modèle d'IA. Maintenant, quand il s'agit de santé mentale ou la santé du cerveau plus précisément, je vais vous parler un petit peu de l'utilisation de l'IA. Quand on parle de la schizophrénie, par exemple, il s'agit d'une maladie cérébrale assez courante qui exige des traitements chimiques. Il n'y a rien d'autre à faire pour la schizophrénie que de prendre des médicaments chimiques. Et avec l'IA, on comprend l'adhésion des patients. À un moment donné, certains patients abandonnent leur traitement. Ça arrive souvent et ça demande beaucoup d'investissement pour que les gens continuent leur traitement. Et quand les patients abandonnent leur traitement, cela peut amener à des actes de violence. Ça peut aussi donner des problèmes d'utilisation des drogues. Et donc, on utilise une approche statistique pour étudier le traitement des schizophrènes et on
on aide les médecins à classifier les patients, le profil du patient et ça donne une estimation de l'adhésion du patient pour son traitement. Ça, ça donne une vision globale, mais quand il s'agit d'un individu, il faut une approche plus personnalisée. Et l'IA peut nous donner une vision des préférences des patients. Ça peut analyser la perception, l'adhésion du patient et peut être très précis dans la prévision de l'abandon du traitement. Et on arrive à prédire l'abandon du traitement. Et surtout, quand il s'agit de gens avec des maladies mentales, il peut y avoir des difficultés à parler des questions mentales parce que ces personnes sont dans un état où ils n'ont pas forcément la possibilité de parler de ces choses-là. Donc, l'IA joue un rôle dans la perception de l'adhésion des patients. Donc, c'est une façon de opérer un changement dans la communauté des patients et aussi de réduire l'impact des stigmatismes. On essaie de mieux comprendre des patients. On ne peut pas simplement faire une ordonnance ou une recommandation en recommandant le même traitement à un patient qu'à un autre, parce qu'il peut y avoir des différences d'envie, de personnalité, et il n'y a pas de traitement singulier pour tous les traitements. Et l'IA nous aide beaucoup à réduire le taux de rechute parmi ces patients-là. Follow-up would be Et donc, pour suivre, il y a énormément d'informations, de mauvaises informations dans les médias. Donc, en tant que praticien, en tant que civil, comment pouvons-nous confronter la désinformation en matière de santé? Il y a vraiment un problème là. Les fake news posent vraiment un problème. Je pense qu'il faut nous élever contre toutes ces définitions qui existent. La mésinformation vient des deux côtés. C'est quelque chose que nous devons admettre et dont il faut discuter et sur lequel il faut enquêter, faire des recherches. Ce n'est pas juste un côté qui apporte de la mésinformation. Il y a eu des mots-clés avec la campagne de vaccination contre la Covid. Il est vrai aussi que certains citoyens peuvent propager n'importe quelles informations. Et ce ne sont pas simplement les citoyens qui fabriquent de fausses informations. Il y a aussi le fait de dissimuler des informations. Ça aussi, il faut en parler. Cela ne va pas dans un seul sens, c'est à double sens. La désinformation se fonde sur l'intention. C'est quelque chose qui est en pleine évolution constante et il faut gérer cette situation telle qu'elle est et pendant qu'elle évolue. Il est nécessaire de briser les chaînes qui nous enferment aujourd'hui et il faut identifier exactement, précisément ce qu'il se passe dans cet espace. En ce qui concerne la santé publique, il y a en effet un gros problème concernant la mésinformation et le vaccin. Nous avons fini par apposer différentes couches de désinformation les unes sur les autres. Donc, il est possible de faire des distinctions entre les différents événements qui se produisent dans ces espaces, mais il est vrai que les organes de décision communautaires ne pouvaient pas se fonder uniquement finissaient par se fonder sur l'intuition, sur une mauvaise interprétation des faits. Et cet espace est composé de différents agents qui cherchent à faire passer leurs propres opinions ou leurs propres vérités.
Et donc, il faut que nous arrivions en plein centre et que nous expliquions ce qu'il se passe vraiment. Il y a beaucoup de monde dans cet espace, donc beaucoup d'opinions différentes, d'informations différentes qui peuvent déboucher sur de très gros problèmes. Et je l'ai vu avec l'IA pendant la COVID-19, beaucoup de données totalement fausses ont été produites qui étaient inutiles. Et les approches en IA avaient été très peu utilisées pour la détection précoce du virus ou pour des simulations avec des groupes de personnes. Donc, nous avons échoué dans ce domaine, par exemple, pour les applications de contact tracing en IA. Écoutez, vous voyez bien, on n'en parle absolument plus de ces applications. Elles ont disparu de l'espace parce qu'elles ne correspondaient pas à la perspective des citoyens. Ce n'était pas une démarche axée sur les citoyens. On donnait des leçons ou on propageait des... si on continue à agir comme nous l'avons fait en matière de contact tracing, nous n'arriverons pas à grand-chose. Donc, en fait, nous n'avons pas procédé de la bonne façon et je pense qu'il nous faut réagir rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque vous édifiez des modèles, comment gérez-vous la désinformation, la mésinformation et comment vérifiez-vous l'exactitude? Ce sont des questions que le public ici présent aimerait beaucoup en savoir plus. Par rapport à ce qu'a dit Mehdi, oui, effectivement, c'est compliqué d'utiliser le terme désinformation parce qu'il y a une insinuation d'intention. On rentre dans la tête des gens pour identifier leurs intentions. Donc, les posts de commentaires, les partages de commentaires, d'informations, ceci peut déboucher sur des alertes. En ce qui concerne la mesure, c'est là que nous avons de grosses difficultés. Par exemple, quelque chose en matière de sciences sanitaires sera plus clair. On définira, on trouvera beaucoup mieux, on identifiera beaucoup mieux la désinformation ou la mésinformation parce que il y a un critère scientifique. Donc, on peut dire non, ce n'est pas le bon traitement et cette information est fausse. Mais quand on parle des phénomènes sociopolitiques, on est dans la subjectivité. Donc, ce que l'on peut éventuellement faire est de collaborer avec un client ou un partenaire en disant très bien, nous allons accepter une base de référence et nous ferons nos mesures par rapport à cette base de référence. Par exemple, Reuters et Associated Press font des rapportent des informations sur des domaines et nous pouvons désigner des termes de langue qui sont vrais ou qui sont faux. Une fois qu'on a réussi à mettre en place une capacité automatique de détecter certains termes, on peut voir si ces catégories, augmentation d'échelle ou baisse d'augmentation d'échelle, nous permet de développer des modèles pour identifier la configuration de contenu et des dimensions de contenu ainsi que les informations accessoires, association avec le climat, avec l'éducation, d'autres domaines, pour voir comment les contenus qui sont propagés dans les réseaux sociaux sont dans cette échelle de mesure. Donc, on peut dire, voici les contenus que vous pouvez déployer et à ce moment-là, il est possible d'élaborer des bots qui pourront élaborer des formulations qui permettront de produire les contenus acceptés, entre guillemets, et ensuite qui seront
le plus associé avec le déclin de la propagation de cette catégorie d'informations la plus nocive. Voilà l'approche que nous avons adaptée. Certains disent que nous aimerions également accepter Die Spiegel, le Times, le New York Times comme point de référence. C'est un sujet à débat, bien sûr. Qu'est-il nécessaire de faire? Cela veut dire que on fait des affirmations sur la crédibilité et la performance historique, de ces journaux et de ces organes de presse. Donc nous avons pris une décision. Nous sommes transparents sur les choix que nous avons faits de façon à pouvoir accroître notre crédibilité dans le temps, car la crédibilité, la confiance sont des choses qui se détruisent du jour au lendemain, alors que acquérir de la crédibilité ne se fait pas en un jour. Donc, vous travaillez avec toute cette armée d'influenceurs et donc cela devient extrêmement difficile. Facebook compte un grand nombre de personnes qui font de la modération. Comment classez-vous ces informations? De notre côté, je ne pense pas que nous allons uniquement faire de l'écoute sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres organisations qui construisent ces modèles depuis des années. Il y a la désinformation, la mésinformation et l'absence d'information. Et on s'aperçoit qu'il y a d'énormes espaces complètement libres, sans information. Par exemple, on sait que la planification familiale ne provoque pas l'infertilité à long terme. Est-ce que nous avons un site web avec le logo du ministère de la Santé, avec une page très facile qui peut donner toutes les informations prouvant que la planification familiale ne provoque pas l'infertilité, et ensuite ces informations peuvent être publiées sur Instagram ou bien d'autres supports. Est-ce que ces informations sont en ligne? Très franchement, non, ces informations ne sont pas en ligne et nous avons actuellement un nouveau dialogue sur la Covid et il y a eu des recherches menées pour en savoir davantage sur les personnes qui ont ressenti des effets secondaires. Or, dans les statistiques, le pourcentage est extrêmement faible, c'est beaucoup moins que 0,00%. Et pourtant, ces informations factuelles ne sont pas disponibles. En Namibie, nous avons échangé avec des partenaires et nous avons demandé combien de cas avec des effets secondaires ont été enregistrés par le gouvernement. Nous avons demandé au gouvernement de les fournir. Donc, en Namibie, c'était sur cette situation. Il y a un décalage d'information, une absence d'information, et donc nous œuvrons avec nos partenaires pour essayer de combler ce déficit d'information, parce que c'est là que les messages peuvent dérailler pour devenir de fausses informations. Il y a une étude qui a été publiée il y a très peu de temps. 90% des gens ne souhaitent pas partager de fausses informations. Et donc, comment faire pour enseigner aux gens le fact-checking? En 3 secondes, voilà ce que vous pouvez faire. Je vais quand même vous donner un exemple sur la vérification des faits. Beaucoup de personnes ici présentes savent certainement comment identifier les fausses informations et faire du fact-checking. Sur mon Instagram, j'ai vu une narration sortir de plus en plus qui prétendait que 15 000 personnes avaient été mises à mort en Iran et que les médias de masse n'en parlaient pas. Et pourquoi les médias de masse n'en parlaient pas? Eh bien, parce que ce n'était pas vrai, parce que ça n'existait pas. Il y avait bien, en effet, des manifestations et il avait été effectivement déclaré par les autorités iraniennes que ces personnes risquaient la peine de mort, mais elles n'avaient pas été condamnées à mort. C'était totalement faux. Et la raison pour laquelle les médias de masse n'en parlaient pas, c'est parce que ce n'était pas une information qui avait été vérifiée.
2 jours plus tard, je vois sur mon fil d'information le compte de telle célébrité a été désactivé. Toutes ces personnes qui avaient des personnes tout à fait intelligentes qui avaient des diplômes universitaires avaient vu leur compte désactivé parce qu'elles avaient propagé cette information sur 15 000 personnes mises à mort en Iran et c'était faux. On avait également propagé des informations sur ce qui provoquait la COVID-19, des choses qui étaient fausses. Tout ceci, c'est la désinformation et nous y sommes tous confrontés. Donc, la 5G ne provoque pas la COVID-19. Écoutez, je n'ai pas validé cette information, je viens juste d'inventer ceci. Donc, c'est une très bonne transition vers ce qui suit. Quand on regarde combien de campagnes ont été élaborées sur les réseaux sociaux, bon nombre parmi nous connaissent certainement la naissance de l'Internet et son évolution. On pensait que Internet allait supprimer des emplois, beaucoup d'emplois. Et donc, si on veut refaire le lien entre la mésinformation et l'IA, peut-être, docteur Mehdi, vous pourrez nous en dire plus. Quand on parle de l'emploi, qui est un moteur de l'économie, quand on parle de capitaux, quand on parle d'échelle, est-ce que l'IA va créer autant d'emplois que l'Internet en a créé? Il y a beaucoup à dire à ce sujet, n'est-ce pas? Tout dépend du côté de l'IA auprès duquel vous vous trouvez. Pour moi, l'IA, ce sont des modèles, ce sont des capacités de prédiction, ce sont des meilleures compréhensions des comportements personnels. Et il y a beaucoup de modèles qui ne se trouvent pas dans l'espace public et qui ont été élaborés par des entreprises privées, n'est-ce pas? Mais nous faisons du plaidoyer pour l'instauration d'une stratégie de partage de données, mais quand il s'agit d'IA, on ne partage pas véritablement, on ne partage pas les résultats de nos recherches, on ne sait pas vraiment ce qui est fait avec nos données. Il y a une espèce de boîte noire en plein milieu de l'IA sur les perspectives et l'avenir de l'IA. Si on en savait plus, eh bien, on en saurait plus, par exemple, sur nous ne savons pas vraiment comment les publicités ciblent certaines audiences par l'IA. Moi, je ne suis pas à l'intérieur de ce processus du tout et je ne suis absolument pas informée sur ce processus. Donc, il y a vraiment une génération mystère, mais très riche, qui se trouve derrière l'IA. En faire quelque chose de davantage public, de plus universitaire, en ce qui concerne les comportements des consommateurs, des patients dans la santé. Le partage de données doit s'accompagner du partage des résultats enregistrés par les personnes qui utilisent leurs données dans cet espace. Les gens ont le droit de savoir comment on utilise les données à leur sujet afin de produire de nouvelles perspectives, car ceci doit être axé complètement sur le patient, mais je doute véritablement que nous débouchions sur un bien-être général de la population grâce à l'IA. Je dois dire que je suis très sceptique par rapport à l'IA et ce qu'elle pourrait engendrer pour l'humanité. Il y a beaucoup d'entreprises privées qui ont un pouvoir phénoménal comme Google, comme de très grandes entreprises qui font toutes leurs activités sur l'IA. Et on ne sait pas du tout ce qu'il se passe, on ne connaît ni les résultats, ni les intentions. L'IA actuellement
est véritablement l'apanage de 4 ou 5 entreprises privées. Si les choses continuent comme elles ont commencé, la perception de ces compagnies nous sera communiquée et elle sera dominante. Quand nous sommes passés de l'analogique au numérique, il y a eu un transfert du public au privé. Donc, la création de richesses s'est effectuée au sein des compagnies privées. Et avec l'IA, ceci risque d'apporter encore davantage de pouvoir aux mains des entreprises privées. J'ai donc des doutes considérables par rapport à la propagation de cette richesse de l'IA dans la population. Nous avons évoqué un peu plus tôt ce matin la transformation de ceci en service public. Donc, Chris, est-ce que vous pensez qu'il devrait s'agir là de service public, que l'IA devrait devenir un service public ou Facebook même, de façon à éliminer cette boîte noire? Vous voulez dire que tout ceci est lié à la propriété et que toutes ces questions sont des symptômes d'incitation perverse à l'intérieur de structures et qui sont à la base, pour nous, le plus gros problème, car nous sommes une corporation qui doit rendre des comptes. Nous avons un mandat, nous avons un mandat d'intérêt public, donc nous avons des comptes à rendre, non seulement commercialement, mais également au service public. Mais Twitter a commencé avec des grands slogans inspirants. Que vont-ils faire? Comment ils vont changer tout? Mais au bout du compte, comment vont-ils rendre des comptes? Et est-ce que Twitter et consorts rendent des comptes? À qui rendent-ils des comptes? Ceci signifie donc qu'il devient encore plus difficile pour eux de gérer et d'atténuer les risques associés à ce qu'on les incite à faire pour pour gagner toujours plus d'argent. Dans l'idéal, oui, Twitter devrait être un espace public et un service public, dans mon humble opinion. Mais cela revient aux médias. Faut-il qu'il y ait des organes de presse publics? Je dis oui. Je pense que il faut que les deux côtés soient présentés. Il ne faut pas que, par exemple, les changements dans de législatifs intérieurs aux États-Unis ont mené à la propagation de médias de secteurs privés, d'organes de presse privés qui font peut-être plus de mal que de bien. Je vais donc ne pas continuer à suivre mon script pendant quelques instants. Pouvez-vous lever la main, ceux qui pensent que Twitter devrait devenir un service public? Nationalisé? Mondialisé? Nationalisé, mais pour quel pays? Ce n'est pas parce que Twitter est basé aux États-Unis qu'il faudrait que Twitter relève du gouvernement américain. C'est un intérêt transnational, donc il devient encore plus difficile d'obtenir des consentements multilatéraux. Vous savez bien, quand on négocie des traités d'armement, c'est difficile d'obtenir des traités avec le consensus de tous. Donc, pour Twitter, serait-il nécessaire que les gouvernements se réunissent, se remontent les manches et élaborent un accord? Pouvez-vous relever la main ceux qui pensent que Twitter devrait devenir un service public? J'ai l'impression que on arrive à 32,7%. Jamie, pour revenir à l'IA et à la mission de service public, pouvez-vous lever la main? Je voudrais être sûr que tout le monde ait entendu parler de Garnier. 63%. Il a été renvoyé de Twitter avant que Elon Musk ne l'acquiert. Il a été donc son compte a été fermé
Est-ce que vous aussi, vous êtes en faveur que Twitter devienne un service public ou une entreprise de service public? Celui qui a été renvoyé, dont le compte a été fermé à Twitter était Kanye West. Mais qu'est-ce qui serait avantageux pour nous tous? Selon moi, je pense qu'il faut des poids et contrepoids. Twitter a dépassé vraiment les bornes ces derniers mois et puis elle a rectifié le tir et bon nombre de des publicitaires qui finançaient Twitter ont quitté Twitter. Vous savez, tout dépend de qui paye les factures. Et donc, les acheteurs de publicité sont ceux qui décident. Et donc, ils réagissent de façon différente. Ils réagissent de la façon qui les arrange le mieux. Les méchants ne devraient pas dire de choses inacceptables librement, mais Twitter dit que les méchants doivent faire ce qu'ils veulent, sauf Kanye West, qui lui s'est vu expulsé de Twitter. Et puis après, on dit non, on ne va plus rien vérifier. On va avoir 1700 personnes au lieu de 7000 salariés qui vont faire de la modération sur Twitter, mais il n'est pas certain que le reste du monde soit associé à cette modération. Donc, je pense qu'il serait nécessaire que les gouvernements prennent une position plus ferme. Le gouvernement des États-Unis a des antécédents importants dans ce domaine, mais le gouvernement du Nigeria aussi a commencé à s'y intéresser, a dit on va laisser les gens poster des choses sur Twitter et voir ce qu'il se passe. Donc, Twitter a été interdit au Nigeria, donc les gens ont posté sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Et puis, quand Twitter a été rétabli, eh bien, il n'y a eu aucun changement. Tout le monde utilisait des VPN et donc chacun avait accès. Il y a des gens qui n'ont pas acquis de VPN parce qu'ils ne voulaient pas savoir ce qui se disait sur Twitter, mais je pense que soit on bloque ces réseaux, soit on change le fonctionnement des réseaux. Je vais vous donner un exemple de résultats concernant l'IA. On parle de crédit social. Si vous n'avez pas lu ce document, allez le chercher sur Google. Vous recevez des crédits financiers si vous faites davantage que de rembourser votre prêt. C'est une méthode qui a été suivie dans plusieurs pays et qui a beaucoup de succès dans certains pays. Qu'en pensez-vous? C'est bien? C'est mauvais? Il faut souligner, oui, l'IA est un outil, mais tout dépend de l'intention de l'utilisateur. L'IA n'a pas d'intention. Donc, en fait, c'est une technologie comme beaucoup d'autres. Tout dépend des mains dans lesquelles on met l'IA. C'est comme un marteau. Si on met un marteau dans les mains d'un criminel, on sait ce qu'on fait. Et ou dans les mains de qui allons-nous placer le crédit social? Pourquoi? Dans quel but? Il y a beaucoup d'initiatives actuellement qui sont en cours pour intégrer les infrastructures financières avec les infrastructures sanitaires. Ça me semble une façon très dangereuse de mesurer ces deux espaces. Si on applique l'IA à ces domaines, comment la perspective d'utilisation de ces deux types de données ensemble pourra s'effectuer? Si on ne parle que d'engendrement de données avec l'IA, par exemple, les prédiagnostics de tuberculose.
on peut obtenir des données et puis ensuite, nous allons orienter les patients qui ont été identifiés pour faire un test de dépistage de la tuberculose. Les gens ont dit que c'était cela stigmatisait des personnes et que d'aucuns pourraient mal utiliser donc ces informations. Donc, que dire de la mésinformation et des changements comportementaux? Si l'on place la mésinformation et les crédits sociaux, ces points de crédits sociaux, dans les mauvaises mains, cela risque de nuire considérablement à certaines personnes car on risque de produire des données inexactes au sein de ce système qui pourraient nuire à des personnes. Et donc, ces personnes, ces citoyens se verraient très désavantagés et devraient supporter ce genre de situation. Donc, comme je l'ai dit, tout dépend des comportements, des intentions et des mains dans lesquelles ces outils sont placés. Mais actuellement, honnêtement, je suis très sceptique quant aux intentions des uns et des autres. Quand il y a eu des déploiements pilotes de crédits sociaux, je n'ai pas été très convaincue. Rapidement, docteur Mehdi, le crédit social, c'est bien, c'est mal. Je pense que Mehdi a mis le doigt sur le problème, la dimension problématique qui est présente dans l'esprit de chacune de nous et concerne les facteurs politiques qui sont des dimensions du crédit social. Si un parti politique est au pouvoir et qu'il ne contrôle pas seulement les comportements néfastes des citoyens, mais qui vérifie pour savoir si ces citoyens ont des comportements criminels, mais si les gouvernements contrôlent si les citoyens ont des contacts avec tel ou tel groupe différent. Donc, je remet en question des politiques ou pratiques de certains gouvernements. Si ces pratiques seront une dimension du crédit social qui risquerait d'étouffer ce qui serait autrement un dialogue civique sain et productif. Et donc, je pense que la crainte fondée de certains parmi nous, Mehdi a évoqué les antécédents, les questions techniques mieux que je ne pourrais le faire, mais c'est vrai qu'il y a des craintes, c'est là que se trouvent les risques et les dangers. Et nous devons avoir des politiques éclairées. Les gouvernements doivent mettre en place des politiques éclairées. C'est essentiel et c'est vraiment une très bonne chose que nous ayons des manifestations telles que celles-ci pour pouvoir en discuter. Je remercie les organisateurs d'avoir pensé à cette séance aujourd'hui, mais nous faisons partie des privilégiés qui pouvons en discuter. Je pense qu'il faudrait mettre en place de l'éducation civique pour les jeunes et pour les autres acteurs, pour les jeunes qui deviennent des adultes, pour qu'ils ne prennent pas pour acquis toutes les informations qu'on leur fournit. Il y a des pressions de plus en plus fortes et il devient donc de plus en plus facile pour les gouvernements les gouvernements sont de plus en plus poussés à baisser les crédits affectés à l'éducation, ce qui ouvre une porte grande à la désinformation. Par exemple, aux États-Unis, il y a des interprétations extrêmes de certaines théories économiques, dites la théorie de Chicago. Il y a donc des conséquences en matière d'éducation qui sont terribles aux États-Unis. Tout à fait vrai. Jamie, nous avons parlé de crédits social. Qu'en pensez-vous? J'aimerais savoir à quel point on commence à regarder les comportements sur le de médias sociaux. Est-ce que vous regardez le mauvais compte? Est-ce que vous regardez trop de documentaires, trop d'informations financières? Je serais curieuse de savoir si ça rentrerait dans cette question de
crédit social? Parce que les jeunes passent plus de temps en ligne aujourd'hui que hors ligne. Est-ce que c'est une éducation valable, une forme d'éducation? Je ne sais pas. Est-ce que je peux revenir à une question que vous avez posée tout à l'heure sur les emplois? Vous avez parlé des emplois qui disparaissent de l'IA. Nous sommes un start-up et au fur et à mesure que notre plateforme s'améliore et on a besoin de moins d'êtres humains pour compter les likes, etc., tout cela est automatisé dans le temps, mais au fur et à mesure qu'on améliore notre plateforme, on peut réemployer ces personnes, on peut réduire certains coûts pour travailler avec plusieurs influenceurs au lieu de travailler uniquement avec Kim Kardashian. On pourrait travailler avec des centaines de personnes différentes et on peut regarder les analytiques des comptes, les posts. Donc oui, je pense que Influence et l'intelligence artificielle jouent dans l'économie circulaire. Au lieu d'utiliser uniquement des crédits de publicité sur Facebook, par exemple, on remet ces revenus entre les mains des créateurs de contenu. Et cela nous aide, l'IA nous aide à comprendre comment ça marche et ça nous aide à nous étendre de manière qui serait impossible autrement. Chris. Alors, moi, j'ai une réticence. En fait, je reconnais. Voilà, on fait des allers-retours sur ce panel. En fait, il y a le risque est qu'on pourrait agrandir des inégalités. Effectivement, il y a l'opportunité pour de nouveaux emplois, mais des emplois pour qui? Pour des gens qui font quoi? Alors, parce qu'il existe des inégalités numériques et il y aura toujours une inégalité d'accès à ces emplois. Et même le fait de valider le contenu, eh bien, pour qui? Et ça crée c'est une boule de neige de biais, en fait. Et à qui est-ce qu'on rend compte? On rend compte au public, mais le public comporte ces personnes qui ont un accès numérique. Donc, ça tourne un peu en rond. Enfin, il y a tout plusieurs dimensions d'exclusion dans ce type de structure. Et ces dimensions sont cause d'inquiétude. Et l'automatisation peut augmenter cet alignement avec ceux qui sont du mauvais côté de l'activité. C'est pas possible de dépasser cela, mais je pense qu'il faut parler davantage, il faut davantage de débat sur la manière dont on fait cela. Oui, c'est comme le passage de la carriole à l'automobile. Je vais garder quelques moments à la fin pour un peu de participation du public. Mais il y a 2 ou 3 choses que j'aimerais partager. Alors, d'abord, comment faire le lien entre l'IA et le SBCC? On a parlé de mouvement et cette technologie qui avance très rapidement et la performance de cette technologie qui nous aide à bien travailler, bien faire notre travail. Ici, un diapo que j'ai pris à quelqu'un qui s'appelle Cathy Wood, qui est un investisseur controversé, mais les données ne parlent pas de Cathy Wood. Les données nous montrent qu'il faut 27 jours entre le jour de l'amérissage d'une navette SpaceX et sa rénovation. Et donc, c'est incroyable qu'une entreprise puisse relancer une navette au bout de seulement 27 jours, pardon. Donc, l'IA arrive à une très grande vitesse parce que comme la technologie qui arrive lentement et qui ensuite accélère. Je pense qu'il y a
4 choses auxquelles il faut réfléchir quand on parle de IA. Il y a la conception, la création du contenu, l'étendue, l'échelle et la fréquence des programmes et le déplacement entre la communauté et la personnalisation. Alors, Chris, quand on parle d'intervention, est-ce que vous pensez que l'IA raccourcit le temps nécessaire pour faire un travail? Comment est-ce que cela influence le contenu et la conception d'une campagne de communication? Je crois que le grand changement se trouve entre avec les conventions, les systèmes de contrôle conventionnels. Par exemple, les enquêtes de foyer sont très intéressants, mais ils sont très limités leur validité est très limitée dans le temps. Et alors, on se pose la question, est-ce qu'on fait ça 1 fois par an, 2 fois par an? Alors que si on a un modèle qui peut prévoir le changement, ce modèle est basé sur quelque chose d'historique, sur un contenu sur le temps, donc un plus gros volume de données, et il y a un niveau de précision, de prévoyance qui sous-tend la fiabilité. Et ensuite, il y a la réalité du changement. Et suite à ça, il y a des organisations de développement, des organisations humanitaires qui peuvent mieux cibler la manière dont ils conçoivent leur programme, avec qui ils travaillent, comment ils communiquent. Et cela peut avoir une influence sur le changement comportemental. Et quand il s'agit de programmer les cycles de vie de programmes, qu'il s'agisse d'une organisation de développement financier international ou d'autres acteurs, la conception du programme et le calendrier de mise en œuvre peut être essentiel, enfin, les différences sont essentielles, surtout quand il y a des contextes très changeants dans le monde. Ces programmes sont basés sur ce qui se passe dans un certain pays depuis 2, 3, 4 ans, alors que le contexte peut changer très rapidement. Et avec l'IA, on aperçoit le changement qui est associé au changement, et cela peut être intégré dans la conception du programme. Et on peut donc avoir un calendrier plus souple au lieu de dire, voilà, on a défini un programme et voilà le calendrier pour les 3 ans à venir. Donc, même si le programme devient tout d'un coup redondant parce que le contexte a changé. Et ensuite, on peut évaluer ce qui se passe. Ça, c'est donc l'avantage. Mais ça peut aussi être un complément de levier quand on a des structures de population. Les enquêtes de foyer peuvent être utiles pour, par exemple, identifier les foyers les plus vulnérables dans telle ou telle ville. Il y a les modèles de machine learning dépendent de données réelles. Et donc, on peut se dire au moins, bon, voilà, on peut prévoir un changement de densité de structures construites dans tel ou tel quartier et donc prévoir le nombre de personnes les plus vulnérables dans ce quartier, parce qu'on a des modèles triangulaires qui regardent tous ces différents éléments. Donc, il y a la question d'avoir suffisamment de... Après, Jamie, quelle est votre idée sur le contenu? Comment obtenir le bon contenu, la bonne quantité de contenu, et comment est-ce que l'IA a aidé à créer du contenu ou trouver le bon contenu? Bien, nous ne pourrions pas trouver nos créateurs de contenu sans l'IA. On voit ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On peut regarder le contenu et on regarde les vidéos. Est-ce que la vidéo est drôle? Est-ce qu'il s'agit de donner des faits? Quels sont les contenus qui sont le plus aimés, plus repartagés? Quel langage, quelle langue? Donc,
on arrive à utiliser l'IA pour comprendre les données et ensuite changer. Et on bascule vers quelque chose qui va fonctionner mieux. Et on change le contenu pour communiquer avec le public de la manière le plus efficace possible. Et sans l'IA, on a une foule de personnes dans une salle qui regardent, qui disent, bon, peut-être ci, peut-être ça. Mais voilà, ça c'est vraiment la valeur ajoutée de l'IA pour nous. Alors, communauté vers la personnalisation. Il y a beaucoup de choses qui, historiquement, étaient liées à la communauté. On a parlé hier du fait que je peux maintenant, on peut me parler personnellement grâce à l'IA et on peut envoyer des messages de changement comportemental personnalisés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Eh bien, c'est une question critique. On passe de la définition standardisée de communauté et on arrive vers une définition plus personnalisée. Est-ce que la définition d'une communauté aujourd'hui, c'est le quartier, les points d'intérêt? Est-ce que quand on parle de communauté numérique, est-ce qu'il y a des choses plus larges? Est-ce qu'il y a des questions de transmission est-ce qu'il y a des partages d'informations sur la santé mentale? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, on travaille sur une nouvelle définition des marqueurs de communauté. Et ensuite, il y a des nouvelles recherches sur la personnalisation des préférences des patients et la compréhension des compréhensions réelles de nos patients au sein même du cohorte de patients. Quelles sont les différences de perception, les différentes visions, différentes intentions par rapport au traitement. Et cela est fait avec l'aide grâce à l'IA parce qu'on arrive à traiter les données de manière nouvelle. On est passé des données quantitatives à des données qualitatives. On fait des analyses d'émotions, on fait des analyses de perception et on voit si le patient ressent une douleur, s'il est stressé. Donc, on peut optimiser l'approche qu'on a avec vis-à-vis de nos patients pour humaniser, pour personnaliser nos approches. Mais en même temps, cela peut être très dangereux parce que on pourrait cibler ces patients, ces citoyens avec des publicités très personnalisées, avec des messages subliminaux. Si vous et moi, on ouvre la même application, on va avoir une affichage différente. Donc ça, c'est l'autre face de cette question. En ce qui concerne les services de santé personnalisés, c'est très important. Ce qu'on entre dans le système est important et il est essentiel que les données soient de bonne qualité. Mais quand il s'agit d'utilisation à mauvais escient du résultat de ces modèles, ce qui ressort de ces modèles, que ce soit des approches politiques ou autres, eh bien, la mésinformation et la désinformation est un risque. Et tant qu'il y a un lien entre les citoyens, la mésinformation et la désinformation, on s'éloigne du changement comportemental qui n'est pas implicite. En fait, ça dépend de l'utilisation. La mésinformation peut aussi être une manière de protéger les droits humains. Donc, j'attends que le questionnaire arrive. Voilà, le lien à Slido pour les questions.
Voilà notre enquête Slido. Est-ce que vous avez utilisé des outils IA dans la conception des programmes, dans la génération de contenu, la communication numérique, la publicité, la personnalisation, comme on vient d'en parler, toutes ces choses ou aucune de ces choses? C'est très intéressant. C'est très dynamique. Très intéressant. Slido, visiblement, n'utilise pas de l'IA. Non, je rigole. So we have roughly a little less than half, with none of the above. The all of the above numbers. Donc, Some personalization, some design, a ton of digital comms. Let's give another couple. Donc, nous attendons que ce petit sondage donne ses résultats. Je vais ouvrir aux questions. Je vous encourage à discuter avec nos intervenants pour leur poser des questions. Est-ce qu'on a des micros? Bonjour. Je voulais vous demander des précisions sur la réglementation concernant l'IA et la réglementation concernant Twitter. J'ai vu que vous aviez diverses opinions à cet égard. Par exemple, dans le cadre de ce sommet, que penseriez-vous d'élaborer l'IA sans un corps réglementaire international? Et vous avez dit que le gouvernement américain avait le plus d'expérience dans cette technologie, et donc je me dis que même dans ce cas, je suis concernée car j'ai vu les PDG des grosses entreprises de tech. Quand je pense à la façon dont la censure et la liberté d'expression peuvent être traitées par l'IA, et donc comment on pourrait limiter ces libertés pour nous. Donc j'aimerais avoir votre... Donc quelle est la déontologie à employer pour développer l'IA? Qui va prendre le ballon au vol ici? C'est vrai, le gouvernement américain est un vrai dinosaure. Il y a quelques organes gouvernementaux qui ont déjà commencé à s'en occuper, mais en matière de juridiction, il est très difficile de réglementer ces entreprises aux États-Unis. Je ne suis pas avocate ni juriste, donc, mais voilà ce que je pense. Je pense qu'il faut essayer d'établir un système de poids et contrepoids. Et c'est vrai qu'il faut s'intéresser à savoir comment protéger les personnes. C'est plutôt comment les protéger des grosses entreprises technologiques plutôt que de l'IA, il me semble. Il y a d'autres questions. Il y avait une question là-bas. Je vois des mains levées. Anybody, anywhere, grab a mic. Quelqu'un, allez-y, prenez un micro. Merci, quelle chance. J'ai aussi une question de réflexion sur la discussion générale concernant la réglementation de la technologie dans l'intérêt du public. Cela me rappelle une histoire qui n'est peut-être pas complètement liée, mais pas complètement différente. Je suis colombienne, mais j'habite dans le sud de la Suisse. Et c'est là que la première vague de Covid a commencé en Europe, et notre système de santé a été débordé. Et donc, on a commencé à concevoir qui allait pouvoir intégrer les services d'urgence sanitaire et qui n'allait pas pouvoir. Et donc,
il y a des décisions qui ont été prises et à un moment, il y a eu une réglementation qui est venue afin de fixer les protocoles d'admission ou de non-admission. Ceci a créé beaucoup de protestations qui pouvaient décider qui vivait ou qui mourait. Et donc, je pense qu'avant ces réglementations controversées, ces décisions étaient on ne répondait pas à ces besoins ou on y répondait de façon ponctuelle. Donc, ces décisions sont prises d'une façon ou d'une autre. Ma réflexion est donc, je ne sais pas grand-chose concernant l'intelligence artificielle, mais je pense que ces décisions doivent être prises à l'avance. Si on a une voiture autonome et une personne âgée, si vous êtes une personne âgée ou un petit enfant, la voiture doit décider entre les deux qui va se faire écraser. Donc, rapidement, si vous avez de l'expérience, du travail dans l'intelligence artificielle, comment résolvez-vous ce type de dilemme qui n'est pas réglementé? On est obligé d'avoir confiance dans votre bonne volonté. Je vais transmettre cette question au docteur Mehdi. Pensez à Excel. C'est un outil, on va mettre des choses dedans et prendre des décisions. Mais je vais laisser le docteur Mehdi répondre. Effectivement, l'IA va reproduire le comportement humain dans ce domaine. Prenons un exemple simple. Il y a un feu rouge. Et donc, si la programmation habituelle, rouge, on s'arrête, vert, on avance. Et si on a beaucoup de couleurs, on peut programmer tout pour observer, et on observe le comportement humain. Et ensuite, à partir de là, on a recours à l'IA. Et puis après, on arrive à la voiture autonome qui prend les décisions. Mais dans l'ensemble de données utilisées pour la formation du modèle, il y a un problème en IA et ce n'est pas l'IA qui va décider. L'IA va continuer à adopter un comportement normal avec ces données, un bébé ou une vieille dame ou un vieux monsieur. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est comme d'habitude, l'IA fonctionne là-dessus. Mais on sait que la première fois que ceci se produira, il y aura un précédent. Et donc là, on arrive sur beaucoup d'autres scénarios et d'autres modèles pourraient suivre. Donc, tout dépendra de la façon dont on intitulera le processus de prise de décision. Donc, tout dépend de décisions qu'auront prises les personnes derrière l'IA. Ce que fera la voiture autonome, la décision que prendra la voiture autonome sera déterminée. J'ai un micro, je suis très contente. Rakesh Chamirez de Boussara, je vous remercie pour ce panel extrêmement intéressant. Je remarque que nous avançons sur deux routes. Il y a une individualisation, une fragmentation sur laquelle dont vous avez parlé. Et puis, il y a une autre route pleine d'embûches et nous continuons à avancer sur cette route. Les femmes jeunes, vieilles, pauvres, riches. Donc, comment faites-vous pour cibler les gens? On ne peut plus penser à l'identité comme on le faisait avant. Vous ne pouvez pas continuer à personnaliser tout en ne tenant pas compte de l'identité des personnes. Alors, donc, une grande individualisation et des nuances, mais aussi le fait de ne pas tenir compte de l'identité des gens. Je vais compléter ceci. J'ai un client qui travaille dans le VIH et le programme PEPFAR. Je dis, qui est votre public? Nous avons un public très précis, des hommes âgés de 18 à 49 ans, des femmes qui n'ont pas eu d'enfants entre 18 et 35 ans et des femmes qui ont eu des enfants entre 18 et 50 ans. Mais c'est tout le monde.
C'est vraiment, il n'y a pas de spécification, c'est une population très large. Donc, on a on a identifié les gens de façon de façon beaucoup trop large, pas assez spécifique. Donc, on se demande comment on peut utiliser ces données pour vraiment comprendre qui qui ne bénéficie pas de ces programmes. Donc, on s'aperçoit ensuite qu'il s'agit d'hommes vivant dans tel quartier, âgés de 18 à 32 ans, qui viennent aux 2 premiers rendez-vous sur le VIH, mais ne viennent pas au 3e. Donc, comment allons-nous faire en matière d'automatisation pour combler ce décalage, ce vide d'information? Donc, l'utilisation de données de meilleure qualité peuvent nous permettre de concevoir le CSC et je pense qu'il faut aller dans le détail avant d'aller dans le général. Alors, je vois des micros au fond. Il y a beaucoup de segmentation. On ne peut plus juste avoir 2 segments, on peut en avoir 7, 8, 9 maintenant. C'est à vous. Bonjour. Je n'ai jamais utilisé d'outils d'IA. Comme nous sommes une majorité ici qui n'avons pas utilisé d'outils de IA, j'ai une question. Quel conseil nous donneriez-vous pour que nous puissions pénétrer dans l'univers de l'IA? De bons conseils, le panel et moi-même avons réuni des informations, devenir un athlète de l'IA, Robbie Allen, qui lisez, je vous dis, il y a beaucoup d'informations sur YouTube, il y a des vidéos qui sont très bien documentées. Donc, vérifiez DALL-E. Dans 2 semaines, vous aurez suffisamment d'informations. Mais suivez vraiment Robbie Allen et ses posts parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire. Il y aura encore 2 questions et ensuite, nous conclurons. Merci pour ces présentations vraiment très intéressantes. Je regardais et je me disais, j'ai vu que la réponse la plus importante était rien des points ci-dessus, alors qu'en fait, c'était les points ci-dessous. Toujours est-il que je pense aux secteurs très ruraux. On a tendance à croire que la technologie a atteint le même niveau que celui des États-Unis. Vous ne vous rendez pas compte, 80% de mon pays est rural. Et tout ce à quoi nous pensons, pour tout ceci, il faut faire des segmentations et des sous-segmentations, des sous-sous-segmentations. Et je n'arrive pas à voir jusqu'à quel point nous pouvons aller dans le détail concernant le secteur rural. Je serais ravie d'entamer une première réponse, puis après on verra. C'est vrai, le monde, il n'y a pas d'égalité numérique dans le monde. C'est tout à fait vrai. Il y a une grande inégalité et l'Internet doit encore arriver comme l'eau courante et autres dans certaines régions. Mais simultanément, l'IA est en train de se propager extrêmement rapidement. Si ma collègue souhaite ajouter quelque chose dans votre travail, comment souhaitez-vous reprendre il y a vous savez, les États-Unis, ce sont 3 pays différents. Il y a des endroits complètement déconnectés aux États-Unis. Même dans certains pays, dans certains territoires, il existe des inégalités numériques et des inégalités de production de données. Il y a un cas que j'aime bien raconter, la région Borderlands entre Éthiopie, Kenya
et le Somalie, cette région frontalière. On a développé un modèle qui correspond à cette région qui prévoit les changements de population à partir de la densité des structures construites. C'est aussi une des zones qui a le moins de données du monde et aussi une zone très frappée par le changement climatique et une zone aussi très instable, insécure. Donc, c'est pas la région la plus enrichissante à couvrir quand on lance les satellites. Donc, en fait, dans une zone comme ça, il faut faire un amalgame de sources de satellites pour avoir suffisamment d'images à analyser pour couvrir toutes les villes et tous les villages dans ce territoire afin d'avoir même une fréquence mensuelle de toutes les zones construites. Et ça, c'est même avant de se demander si ces données représentent vraiment la réalité sur ces territoires. Même les données sur la précipitation n'est pas terrible. Donc, il y a des entreprises d'assurance qui dépendent de ces données. Par exemple, pour les assurances agricoles, maintenant, il y a des agriculteurs qui doivent ou des éleveurs qui doivent partir de plus en plus loin pour trouver de l'herbe pour leur bétail. Et ensuite, il y a des informations culturelles qu'on arrive à capter, en fait. Culturellement, depuis des millénaires, on considère que les territoires sont libres. Et en fait, maintenant, donc les éleveurs considèrent qu'ils devraient pouvoir amener leur troupeau n'importe où, mais il y a aujourd'hui des personnes qui construisent des barrières, qui ferment les territoires, les parcelles. Et donc, les historiens l'anthropologiste va vous dire que ça n'existe pas, mais en fait, les satellites nous disent que si, il y a un changement. Et ensuite, on nous dit que si, en fait, il y a des gens qui payent pour avoir accès à ces parcelles. Mais en fait, en réalité, le niveau d'accélération de changement est en fait lié au changement climatique et le niveau de précipitation. Donc, l'information suivante concernant la saison est plus importante que les données sur la pluie parce que ça ne correspond pas forcément. Donc, c'est une interaction constante entre l'expérience vécue, l'expertise multidisciplinaire, les données qu'on arrive à capter. Et c'est ça qui nous permet à dépasser certaines inégalités numériques dans ces zones. Alors, je ne prétends pas avoir réglé le problème, mais au moins, on a lancé ce travail. On est conscient du problème, on travaille dessus, mais voilà, il y a ces méthodes qui permettent de atténuer la rareté de données sur certaines zones. Bon, voilà, on n'a plus de temps. On va prendre encore 2 questions et ensuite on va clore. Donc, il faudrait que ce soit des questions courtes puisque nous attendons toutes et tous le déjeuner. Oui, j'ai une question rapide concernant l'utilisation de l'IA pour créer des robots autonomes tueurs. Donc, les autres. Ensuite, deuxième question. Docteur Mehdi, merci beaucoup. Ma fille souffre de schizophrénie depuis 7 ans. Donc, quand vous parlez de cette transformation entre la communauté et l'individu, c'est vraiment très important, je comprends. Alors, comment est-ce que vous incorporez l'utilisateur au tout début du processus d'IA et comment garantir que ça ne reste pas dans le centre de recherche, mais que ça reste, que ça revient à l'utilisateur, que les personnes, ma fille par exemple, ne restent pas seulement sur TikTok, mais en fait profitent de vos recherches. On va prendre une 3e question.
Merci pour cette présentation. Ma question concerne la santé mentale des enfants en Afrique qui sautent directement de pas de technologie à la réalité virtuelle. L'intelligence artificielle, c'est vraiment quelque chose qui avance très, très rapidement dans le monde. Quels sont les éléments à prendre en compte pour intégrer la santé mentale des enfants et des adolescents au fur et à mesure de leur croissance? Et ensuite, comment maintenir la diversité du monde alors que l'intelligence artificielle existe et remplace, enfin, prend de plus en plus de place que la vie normale, réelle dans nos communautés? Très bonne question, merci beaucoup. Je vais vous laisser répondre à la question concernant la schizophrénie et la santé mentale des jeunes. Alors, les armes automatiques et les armes, c'est quelque chose qui me rend encore plus pessimiste que je le suis naturellement. Mais quand il s'agit de réglementation, la communauté a régulé les outils open source et ensuite les emplois sont sortis de là. Et on doit faire la même chose avec l'IA. Il faut éviter d'avoir des réglementations qui ne correspondent pas aux pratiques. Par exemple, l'UE a fait une réglementation sur l'IA dans la recherche et aujourd'hui, c'est déjà obsolète. On utilise des données synthétiques qui ne sont pas couvertes par cette réglementation UE. Donc, on est passé bien au-delà de cette réglementation dans l'espace de 2 ans. Concernant la schizophrénie, il y a une nouvelle tendance dans la suivi et le reporting des patients dans la santé mentale qui permettent aux patients de réagir rapidement à des changements dans le résultat du traitement. Et on espère que cela va améliorer les expériences. Tant que le patient est au centre de toutes les interventions, toute la conception des interventions numériques de santé mentale, on aura une amélioration de résultats. On arrive à surveiller, à contrôler ce qui se passe même dans le cerveau. On sait que les actes d'urgence sont essentiels et que les actions sont urgentes quand il s'agit de maladies cérébrales. Et on sait qu'il faut que le patient, faut agir très rapidement pour le patient. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en cours. On étudie le développement du cerveau et on donne de plus en plus de responsabilités aux patients. Comme ça, les patients deviennent propriétaires de son propre comportement. Il devient et cela l'aide à améliorer son propre résultat de traitement. Concernant l'Afrique et les jeunes en Afrique, je fais beaucoup d'interventions en Afrique et comme il y a le manque de main-d'œuvre pour la santé mentale en Afrique est important. Et effectivement, il y a peu de soins de santé mentale dans beaucoup de pays africains. Mais on comprend l'importance de sa santé mentale des enfants et avec les outils numériques qui nous permettent de diagnostiquer l'anxiété, les maladies neurologiques et cérébrales, nous avons la possibilité de diagnostiquer et d'agir plus tôt. Et en fait, ce n'est pas une question de financement, c'est une question de volonté politique en ce qui concerne l'espace numérique. On manque beaucoup de clarté sur les données, d'où viennent les données, à qui sont ces données, comment les utiliser. Donc, il y a beaucoup de manquements
Et une fois qu'on arrivera à trouver les solutions à ces questions, on pourra déployer beaucoup plus d'interventions de santé mentale en Afrique et cela nous aidera à faire cette transition entre le rien et le complètement numérique. On ne sait pas comment les jeunes vont réagir, mais on observe les jeunes et les jeunes savent qu'on les observe. Voilà, et je serais ravie d'en parler davantage pendant le déjeuner. Merci beaucoup. Vous pourrez encore retrouver ces personnes aujourd'hui et demain pour discuter davantage avec eux. J'aimerais vous remercier d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aussi. Merci.